Eh bien, bonjour à tous. Il était prévu qu'on parle en anglais, mais je vois que l'audience est plutôt française. Donc, on va parler en français. Donc, bonjour et... Ah, sorry. Okay, but yeah. yeah, yeah, I can try. Okay, I will try English. So, welcome to this session. We are very happy to have you here. This session is on the promotion of research, innovation for the Great Green Wall area. You know, the Great Green Wall area is an initiative, an African initiative, which is launched in 2007, and the objective is a large implementation of soil restoration in 11 countries of Sahel and Sahara. Bon, je pense que ceux qui sont en français, ils comprennent ce que je dis, ce n'est pas la peine, mais majoritairement, on va parler français. We will translate for you because you are alone who speak English. So, yeah, okay, thank you very much. Ok, donc, dans cette session, comme je disais, qui est autour de la Grande Muraille Verte, excusez-moi, sorry. Ok, donc je suis Oumarou Malamissa, je suis donc de l'IRD. Je travaille sur la question de dégradation de terre dans les zones sahéliennes et je suis le coordinateur donc du réseau Reset GMV. Réseau Reset GMV, c'est un réseau donc, qui est dédié à la... Donc c'est un réseau qui est dédié en tout cas à la gestion durable des terres dans la zone de la Grande Muraille Verte. Et ce travail-là, ce side event, est une collaboration avec l'OHMI. L'OHMI, c'est l'Observatoire donc homme-milieu de Tessékéré, donc qui est supporté par le CNRS. Et le réseau Reset GMV, il est supporté par l'IRD. Donc, je m'adresse à vous au nom de plusieurs institutions de recherche et de formation qui sont dans 6 pays de la Grande Muraille Verte, à savoir le Sénégal, le Niger, le Tchad, Djibouti, Éthiopie, Burkina Faso. Donc, ces institutions de recherche sont regroupées au sein donc, de ce réseau qui s'appelle Reset GMV. Et l'Observatoire au milieu est donc un observatoire qui est géré par le CNRS et l'Université Cheikh Anta Diop. Et en l'occurrence, les responsables donc, de cet observatoire sont ici, Priscilla et Papa Ibn Diop, qui vont parler en tout cas pour ce réseau. Alors, pourquoi on a organisé ce side event? En fait, en organisant ce side event, on a pris en considération en fait les ambitions donc, de cette initiative. Donc, quelles sont ces ambitions? En fait, cette initiative est une initiative qui vise donc, à mettre en place des actions de restauration en fait, des terres à large échelle. Et si on veut vraiment atteindre cet objectif-là, la place de la recherche est importante. La communauté des chercheurs elle est attendue dans ce projet pour apporter des données, pour apporter également de la connaissance et une connaissance interdisciplinaire, donc dans le domaine des sciences du sol, dans le domaine des sciences politiques, dans le domaine de l'écologie, de l'agronomie et de la sociologie, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la zone de la Grande Muraille Verte, il y a beaucoup de travaux de restauration des terres. Or, il se trouve que ces travaux-là ne sont pas... Enfin, ils ont produit beaucoup de données, mais toutes les données ne sont pas forcément connues par les acteurs, par les utilisateurs. Alors, au cours de ce side event, on a regroupé donc, des acteurs académiques et non académiques et afin en fait, d'échanger sur les recherches qui sont en cours, comment est-ce que ces recherches mobilisent des données.
On va également discuter des lacunes et des obstacles auxquels sont confrontés en fait, la mobilisation et l'accessibilité de ces données, et également discuter de comment on peut aller de l'avant dans l'acquisition de ces données et dans leur utilisation. Alors, donc, au cours de ce panel, en fait, on va avoir donc, une introduction par Jean-Luc Schott. Jean-Luc Schott est chercheur à l'IRD. Il est spécialiste des sciences du sol. Il est également donc, le président du comité français de lutte contre la désertification, le CCFD. Et Jean-Luc Schott va nous parler de l'importance de la mobilisation de la communauté scientifique dans cette initiative. Oui, je te donnais la parole. Et puis après, moi je vais présenter un peu plus en détail le réseau Reset GMV. À la suite de ça, on va avoir un panel. Donc ce premier panel, il va s'intéresser principalement donc, aux questions scientifiques, aux recherches qui sont en cours. Et donc on a une première présentation par Priscilla Dubos, qui est donc chercheure au CNRS. Et elle va illustrer en fait les activités de recherche qui sont réalisées dans le cadre de l'OCHMI. On aura une présentation de Jean-Daniel Césaro. Donc Jean-Daniel Césaro est chercheur au CIRAD et il nous présentera donc une modélisation à l'échelle du territoire des actions en fait d'aménagement des parcours pastoraux. Il était prévu qu'on ait une présentation d'un chercheur qui est ici en Arabie Saoudite, donc à distance. Malheureusement, on n'a pas la possibilité d'avoir cette présentation. Je t'assurerai de vous présenter cela. Qu'est-ce qui se passe? Sorry. Ah, c'est le temps? Non, ben là, on va revenir en arrière. Sorry, we have an issue here. It doesn't work. We don't have the right presentation. Allô, allô? Ah oui, c'est bon, ok. Donc, ouais, nous allons avoir donc une présentation, en fait, j'ai parlé de la présentation de Jean-Daniel, et puis le second panel, ça va être l'APGMV, qui n'est pas encore là. Une présentation donc, de l'OSS Sahel qui sera faite par Fatou Mar, Fatou est là, et puis la présentation donc, de Maxime Thibon, en fait, du FIDA, et on aura une discussion générale. Et cette discussion générale, elle va être axée sur les actions donc, des sociétés civiles et quelles sont les attentes de cette société civile en fait, vis-à-vis de la recherche. Donc Jean-Luc, je te laisse la parole pour la présentation, si on arrive à la voir. J'ai besoin de ça. Bonjour. Bonjour, moi je suis ravi d'être là parmi vous et de participer, d'introduire très rapidement la commande d'Oumarou qui m'a été faite. C'est de regarder dans quelle mesure l'importance de la science elle est mentionnée dans les différents documents stratégiques qui sont élaborés à la fois par la PGMV et l'Union africaine. Et donc sur ma première diapositive que vous ne voyez pas, j'ai relevé dans les différents textes officiels les différents endroits qui permettent de dire à quel point le besoin de la recherche est reconnu auprès. Voilà, c'est celle-là. Et donc, j'ai pris une citation du prix Nobel de la paix
en 2002. Et donc, si l'on regarde les deux documents majeurs qui offrent le cadre politique du déploiement de la Grande Muraille Verte, on peut lire que cette stratégie... Enfin, donc, on peut lire dans ces différents textes... je suis désolé, hein. Pof. Bon, je ne peux pas parler à la place de Jean-Daniel. Je suis vraiment désolé, Jean-Daniel. J'aurais adoré, mais... Voilà. Donc, je veux dire, vous voyez les différentes priorités ou les principes qui sont évoqués dans les différents documents de la PGMV, donc, et non de la Grande Muraille Verte. Donc, c'est un projet qui a été mis en place et voulu et qui est, comment dire, à l'initiative du continent africain, qui considère la question de la participation du continent africain sur des questions d'environnement, mais aussi d'adaptation et de changement climatique, avec comme promouvoir les valeurs culturelles dans tous les pays et de toutes les communautés au niveau de l'Afrique, avec la volonté d'avoir un impact économique, mais aussi d'avoir une contribution entre les différentes disciplines et les institutions, et aussi promouvoir des expériences, enfin promouvoir l'implémentation de la Grande Muraille Verte basée sur des expériences et des approches qui associent à la fois la science, la pratique et les décisions politiques, une volonté de développer des capacités, la nécessité de promouvoir un accès sécurisé et l'accès des terres à toutes les populations sur les réserves, sur les arbres et les autres ressources, mais aussi les troupeaux et comment dire, le pastoralisme et avoir une vision commune sur les questions d'environnement et de connaissance. C'est ce qu'on lit dans ces différents documents. Et il est clairement, je reviens sur le point, la nécessité de renforcer la collaboration entre les community of practice, la science, les décideurs publics, le secteur privé, d'intégrer la science et les experts knowledge depuis la recherche, les citoyens, les chercheurs et les savoirs traditionnels, mais aussi d'intégrer la science dans l'aide à la décision, de développer des capacités et de changer les habitudes pour atteindre un partage de connaissances et comment dire, de mettre à l'échelle des pratiques qui ont des succès dans différentes régions. Et donc ça nécessite, comme le disait Oumarou, hein, je répète ce qu'il a dit, d'avoir une approche interdisciplinaire, d'avoir une approche multi-stakeholder, et pour, je veux dire, une approche durable autour de la gestion durable des terres, à des approches territoriales, mais aussi à des approches régionales comme dans les différentes parties de la Grande Muraille Verte. Je pense que c'est ma dernière diapo. Le dernier point, j'ai résumé sur cette diapositive quels sont les enjeux qui s'adressent à tous les acteurs de la Grande Muraille Verte. Vous voyez les différentes disciplines nécessaires, mais aussi la nécessité d'un changement d'échelle. Et donc, c'est le cadre que m'a demandé de faire Oumarou pour introduire le contexte des éléments qui sont contenus dans les documents officiels de la Grande Muraille Verte. Mon analyse ne part pas du contexte scientifique, mais de ce qui est écrit dans ces deux documents majeurs que j'ai lus, que sont la stratégie de l'Union africaine et la stratégie de la PNGMV. Merci beaucoup, Oumarou, de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole.
OK. Donc, pour poursuivre, en fait, pour illustrer cette mobilisation donc, des actions de recherche, ben, je vais vous présenter rapidement en fait, un réseau qu'on a mis en place. Donc, le réseau Reset GMV, dont je vous ai parlé au départ. Et donc, ce réseau, en fait, regroupe 17 universités et instituts de recherche et de formation, donc, qui sont ben, des instituts du Sud et également du Nord. Donc, dans cette pays, en fait, les six pays de la zone de la Grande Muraille Verte, donc je les ai cités, Sénégal, Burkina, Niger, Tchad, Éthiopie et Djibouti. Et donc, ces institutions, en fait, ont en commun ben, de travailler déjà sur des actions qui sont liées à la Grande Muraille Verte, et en particulier, en fait, les actions donc, de restauration donc, de terre qui représentent un challenge, un défi hein, pour ces différents pays. Alors, pourquoi on a créé en fait ce réseau hein? En créant ce réseau, on a pris en considération donc 3 choses. La première chose, c'est d'abord en fait les nouvelles orientations de la Grande Muraille Verte. Ces nouvelles orientations sont des orientations qui sont inscrites dans l'accélérateur, qui sont inscrites dans le plan décennal de la Grande Muraille Verte, mais également dans la stratégie africaine de la Grande Muraille Verte. Et cette stratégie, en fait, préconise une approche multi-acteurs, c'est-à-dire une approche qui implique les acteurs non académiques, les acteurs des terrains, les décideurs, mais aussi les acteurs académiques. La deuxième chose qu'on a prise en compte en fait, dans la création de ce réseau, c'est qu'il existe justement dans cet espace-là beaucoup d'institutions de recherche. Ces institutions de recherche ont produit beaucoup de données et des encadrements d'étudiants. Donc, sur des questions importantes pour la Grande Muraille Verte, par exemple le changement climatique, la dégradation des terres ou des questions qui sont liées à la mobilité. Mais seulement quand on regarde en fait dans la littérature scientifique, tous ces travaux ne sont pas forcément liés à la Grande Muraille Verte et ne sont pas forcément toujours visibles. Il existe des thématiques qui ne sont pas couvertes, par exemple la question de séquestration du carbone. En lien avec la Grande Muraille Verte, elle est très peu traitée, pourtant elle est centrale dans la Grande Muraille Verte. Donc je vous présente ici en fait sur la carte, vous verrez que la plupart donc, de ces productions scientifiques sont plutôt principalement dans 2 pays, je vais dire, qui sont surreprésentés. C'est par exemple le Sénégal et également l'Éthiopie où il y a beaucoup de travaux. Mais quand on regarde les autres pays, les travaux qui sont visibles sont peu nombreux. Au total, en fait, il y a à peine 200 à 300 productions scientifiques qui sont visibles. Donc, l'idée, c'est également hein, de mettre en avant en fait, l'expertise scientifique qui existe dans ce domaine-là, mais également en fait, toutes les productions scientifiques afin de les mobiliser pour le programme de la Grande Muraille Verte. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait, dans ce réseau? D'abord, c'est d'amener les chercheurs eux-mêmes à collaborer ensemble, à avoir une approche interdisciplinaire. Donc, je dirais, ça, c'est la première chose, c'est de promouvoir le réseautage, de promouvoir l'interdisciplinarité entre les chercheurs. La deuxième chose qu'on vise à travers ce réseau, c'est également d'avoir un cadre d'échange avec les acteurs non académiques, c'est-à-dire aller donc vers des approches transdisciplinaires, en s'intégrant dans les coalitions en fait, nationales et les coalitions régionales de la Grande Muraille Verte, mais également en portant des projets transdisciplinaires avec les acteurs non académiques. La troisième chose, en fait, c'est la valorisation et le partage donc, des résultats de la recherche, donc en favorisant la production en fait, des références, des données pour établir des indicateurs d'évaluation, par exemple, des actions de la Grande Muraille Verte. C'est aussi de favoriser en fait, des solutions innovantes pour cette Grande Muraille Verte. Et enfin, la quatrième, c'est de former l'expertise de demain dans la zone de la Grande Muraille Verte, c'est-à-dire la formation des étudiants à travers la formation académique et le renforcement de capacités. Alors,
Donc, ce réseau en fait a une feuille de route et cette feuille de route en fait est déclinée en 6 points que je vous présente ici. C'est d'abord d'essayer de faire un état de l'art, en tout cas de connaissances existantes dans la zone de la Grande Muraille Verte. C'est de définir, co-définir, moi je dirais ensemble, les actions de recherche avec les acteurs de terrain. C'est de porter des projets transdisciplinaires et régionaux, donc sur les priorités des recherches qui ont été identifiées. C'est d'organiser des événements à l'échelle régionale et pour la dissémination des activités scientifiques. C'est également d'avoir en fait donc un cadre dans lequel on va faire de la recherche, mais aussi de la formation par la recherche, et également donc le renforcement des capacités des acteurs à travers donc des formations académiques et non académiques. Et enfin, c'est d'avoir en fait des actions de communication scientifique et de culture scientifique à rendre en tout cas visibles et accessibles les données de la recherche. Donc on a déjà quelques réalisations en fait, qui sont faites pour illustrer en fait, les activités qui sont déjà faites. On a commencé avec des ateliers interdisciplinaires. Ça, c'est un atelier interdisciplinaire qu'on a organisé à Tunis pour monter en fait, des projets transdisciplinaires. On a également en fait, participé à l'édition de l'écho de la GMV. L'écho de la GMV, c'est le journal de l'APGMV, en fait, dans lequel sont diffusés les résultats des actions, en tout cas de la GMV, en l'occurrence ici, les actions scientifiques. Et récemment, on a fait un webinaire pour croiser les regards entre les différentes disciplines autour de la GMV. Et puis, je vous montre ici une illustration des actions multi-acteurs qu'on a organisées. Ici, c'est l'atelier de lancement de notre réseau à Djibouti. Et donc, voilà, en fait, une illustration, en tout cas, des actions qui ont été réalisées dans le cadre de ces jeunes réseaux, puisqu'il a été lancé en 2023. Voilà, sans plus tarder, on va passer en fait au panel numéro 1 pour vous illustrer les actions de recherche qui sont faites dans le cadre de la GMV. Donc, je vais passer la parole à Papi Boun qui va modérer cette session. Qui est un outil mis en place par l'Université Cheikh Anta Diop et le CNRS en 2009 et que je dirige aussi avec Dr Priscilla Dibos qui est là et qui fera une présentation de l'Observatoire. Donc l'objectif de cette première plénière, c'est de vous présenter donc, les résultats de recherche qui sont là. Nous sommes réunis dans le cadre de cette COP de la désertification où les deux principaux objectifs sont tout simplement la lutte contre la désertification et puis la sécurité alimentaire. Nous en avons parlé depuis des jours. Nous avons entendu les autorités, nous avons entendu les ONG, nous avons entendu une partie de la société civile. Cet après-midi, on va donner la parole aux chercheurs parce qu'il y a un cri de cœur qui est énorme, à savoir la disponibilité de données et des questions de formation. Donc, on va vous exposer quelques présentations sur ces éléments. Et dans ce panel, nous aurons Priscilla Dibos, ensuite nous aurons Jean-Daniel Césaro et Rodriguez, qui n'est pas là, mais que la présentation sera effectuée par Oumarou. Priscilla, Jean-Daniel, si vous voulez. Donc chacun fait son truc, là. Ah, bon, c'est bon, je le vois. Bonjour à tous, merci beaucoup Papa Ibnou pour cette introduction. Donc je m'appelle Priscilla Dubos, je suis chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France, au CNRS, et je co-dirige avec Papa Ibnou Ndiaye l'Observatoire au milieu international TCCRE. Donc, cet observatoire a été créé en 2009, co-créé donc par le CNRS et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Okay. Et cet outil d'observation scientifique, il a pour objectif
d'analyser l'impact de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, au Sénégal initialement, sur les populations humaines, les populations animales, les populations végétales et sur le biotope. Donc, vous doutez que pour pouvoir mener à bien ce type de recherche, très clairement, il faut mobiliser des chercheurs qui sont issus de disciplines extrêmement variées. C'est pourquoi, donc, depuis 2009, nous avons travaillé avec environ 40 laboratoires de recherche, des laboratoires de recherche qui sont multi-tutelles, avec l'IRD, bien sûr, le CIRAD, mais aussi des laboratoires au Maroc, au Burkina Faso, des laboratoires en France, au Sénégal. Et ça illustre deux faits. D'abord, le caractère pluridisciplinaire de l'approche qu'on a développée, puisqu'il y a là autant des chercheurs qui sont issus de la physiologie, de la sociologie, de l'anthropologie ou d'autres sciences humaines et sociales, que des chercheurs issus de l'écologie, de la zoologie, de la microbiologie, etc. etc. Et d'autre part, cette diversité illustre également la nécessité d'étendre cette approche à d'autres pays, comme par exemple le Burkina Faso avec qui on a travaillé depuis 2019, pour mieux comprendre pourquoi et comment cette Grande Muraille Verte peut et doit s'adapter à différents contextes, écologiques bien sûr, mais aussi économiques, sociologiques, démographiques ou encore politiques. Donc ainsi, l'ensemble des travaux qui ont été réalisés par ces équipes de recherche ont permis d'analyser la dynamique de la biodiversité floristique et faunistique, à travers notamment l'étude des ligneux, des populations d'insectes, des pollinisateurs, notamment du couvert herbacé ou de l'avifaune. Et tout ceci a été évidemment réalisé en fonction de l'implantation des parcelles de la Grande Muraille Verte. Par ailleurs, l'initiative Grande Muraille Verte, qui contient en son sein toute une partie de valorisation des produits locaux et de la production d'économie basée sur ces derniers. Et c'est pourquoi les études portant sur les dynamiques sociales qui sont associées à l'implantation de la Grande Muraille Verte ont été également privilégiées afin d'étudier son impact sur, par exemple, les usages de l'eau, les activités économiques, l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication et les systèmes alimentaires. Ce sont ces différentes approches dont vous pouvez trouver les résultats sur le site internet de l'OHMI TSCRE qui ont permis par la suite la construction d'un projet d'étude plus systémique aujourd'hui sur les impacts de la Grande Muraille Verte, tenant compte de l'activité majeure de la zone sahélienne, c'est-à-dire l'élevage, et ainsi avec le concours des chercheurs du CIRAD, de l'IRD, de l'UCAD, de l'université de Ziguinchor, on a conçu un projet concerté et interdisciplinaire qui permet de lier l'écologie pastorale et la gestion durable de la biodiversité dans le Sahel sénégalais. Alors, comme j'ai malheureusement pas le temps de vous détailler les résultats obtenus au sein de notre observatoire, eh bien, je vais simplement et rapidement vous présenter les productions dans lesquelles vous pourrez les retrouver. Donc, comme vous pouvez voir, on a publié plus de 120 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture nationales et internationales. On a également publié 4 ouvrages. Le dernier vient de sortir, un 5e est en cours de préparation. Nous publions également chaque année ce qu'on appelle les cahiers de l'OHMI et qui permettent une diffusion aux chercheurs et aux étudiants qui travaillent avec nous auprès de la communauté de recherche, accessible en ligne. Et enfin, nous avons également publié les répertoires de la biodiversité de la Grande Muraille Verte au Sénégal, qui inclut les ligneux, les insectes, les herbacées, les oiseaux, les petits et les grands mammifères. Enfin, depuis 2023, le CNRS et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont créé l'International Research Network, les sciences et la Grande Muraille Verte, qui permet aux acteurs institutionnels de la Grande Muraille et aux chercheurs issus de plusieurs pays traversés par cette initiative de se réunir plusieurs fois par an et de faire avancer les connaissances sur ces thématiques. Et bien entendu, ce réseau, tout comme l'IRN RISET, est un exemple de la dynamique de recherche internationale qui se crée autour de l'initiative Grande Muraille Verte et de son caractère central dans la mise en œuvre d'un tel projet. Voilà, j'avais 5 minutes. Je vous remercie. C'est Césaro, non? Voilà, ok. Donc, merci Priscilla pour ce résumé donc, des travaux effectués au sein de l'OHMI. On va donner la parole maintenant à Jean-Daniel Sozaro, qui est du CIRAD, qui va nous faire
l'économie de leurs travaux sur ce terrain, les champs d'agneaux. Ok, Voilà, merci. Ok. merci. Merci, Pape. Donc, je représente ici un consortium de recherche qui s'appelle le Pôle Pastoralisme et Zones Sèches, qui existe depuis les années 2000, qui est constitué du CIRAD, de l'ISRA, du Centre de suivi écologique et de l'Université Cheikh Anta Diop, et qui travaille principalement sur les activités pastorales en zone sahélienne. Quand, lors du One Planet Summit en 2021, on a entendu parler de la relance de la Grande Muraille Verte à travers l'accélérateur, on s'est demandé si les éleveurs pouvaient avoir une place dans ce nouveau dispositif, sachant un peu l'historique qu'il y avait. Et c'est vrai que l'analyse bibliographique nous a montré qu'il y avait quand même un certain nombre de conflits entre les pasteurs et les opérations de restauration, notamment autour de l'accès aux ressources. Et l'objectif a été de pouvoir comprendre ces mécanismes de conflit et aussi comment on pouvait les résoudre. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'Observatoire OHMI pour avancer ces travaux. Donc, principalement, les éleveurs utilisent des ressources dans ces milieux semi-arides qui sont des ressources naturelles pour pouvoir alimenter leurs animaux. Mais ils sont considérés par, évidemment, le monde de la conservation comme étant une menace et un facteur de dégradation. Hier, à l'ACO, on a eu plusieurs discours qui ont indiqué que quand on parle des écosystèmes de parcours et de pâturage, vient tout de suite la question de la dégradation par le pastoralisme, alors qu'il y a une utilisation de ces ressources qui permet de produire des biens et des services pour les populations. Et tout ça de manière durable. On comprend qu'il y a en tout cas une relation qui est quand même assez complexe vis-à-vis des agents de la conservation qui considèrent que les éleveurs sont responsables d'une agression de l'environnement, alors que c'est une perception qui peut être que temporaire dans des conditions qui peuvent être relatives en fonction des années. Et on pense aussi que les éleveurs, voilà, à cause de cette relation un peu complexe entre éleveurs et conservateurs, il y a eu le processus d'exclusion progressive des représentants des pasteurs, des cadres de la restauration et des objectifs. J'en veux pour démonstration que, par exemple, quand on parle ici dans le cadre de la COP 15 à Abidjan, où on était, on peut voir qu'il y a une idée générale dans la Grande Muraille Verte de vouloir faire une transition entre un système qui serait plutôt une économie pastorale à une économie végétale. Sachant que l'économie pastorale est décrite comme un facteur de dégradation et que l'économie végétale est décrite comme un facteur d'aggradation. Un rapport du World Economic Forum sur les différentes chaînes de valeur qui sont autour de la Grande Muraille Verte ne mentionne à aucun moment les produits d'origine animale. On ne parle pas de la viande, on ne parle pas du lait, on ne parle pas des cuirs. Et les 3 fois où est cité l'élevage, c'est pour parler de conflits et de facteurs de dégradation. Alors même que la valorisation des ressources qui sont produites par la Grande Muraille Verte sont majoritairement des produits issus du pastoralisme. Donc pour essayer de montrer la valeur, en fait, le lien profond qu'il y a entre la Grande Muraille Verte, l'objectif de restauration et le pastoralisme, on a monté une modélisation systémique à base de services écosystémiques, notamment des services écosystémiques de provision, donc qui fournit les populations en biens et en biomasse notamment. Donc on peut voir ici sur le graphique
tous les liens qu'il y a entre le pâturage, l'arbre et tous les liens systémiques qu'il peut y avoir sur la production à la fois alimentaire et de biens et services, de produits forestiers non ligneux, de produits ligneux, etc. À partir de ce schéma-là et sur une base d'une étude bibliographique de l'ensemble des coûts-bénéfices, on a pu faire une estimation sur la base du protocole Grande Muraille Verte de reforestation, dans un programme type d'afforestation, pour voir quels sont les bénéfices à 2050 en termes de services de provision. Et il ressort que dans une parcelle comme ce qui a été produit au Sénégal, on a un doublement de la valeur économique de l'hectare pastoral. Seulement, ce sont les productions, les ressources qui sont générées sont des ressources qui sont valorisables principalement par les animaux, c'est-à-dire des feuilles, des fruits. Et donc, pour pouvoir faire un retour sur investissement intéressant pour les communautés, mais aussi pour les États qui investissent dans la restauration, il y a un enjeu d'accès aux ressources, de régulation et de foncier. Et sur cette base-là, on a monté avec une ONG qui s'appelle WeForest, l'ISRA du Centre national de recherche en foresterie, et Agronomes et Vétérinaires sans frontières, avec une convention avec l'agence de la Grande Muraille Verte du Sénégal, un projet qui s'appelle Doundi Ferlo, dans lequel on a placé les éleveurs au centre de la gouvernance à travers les unités pastorales, qui ont décidé eux-mêmes où ils allaient positionner les parcelles de reforestation, comment ils allaient accéder aux ressources, notamment la question de la ressource du fourrage de la paille, de la commercialisation et de l'accès à cette paille par rapport aux transhumants, puisque l'un des grands enjeux dans la restauration, c'est de garantir une mobilité aux éleveurs qui sont dans cette région. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Daniel. Donc on va passer... Donc on va passer à la présentation de Fernando, qui n'est pas là, mais Oumarou nous la fera. Oui, je vais aller assez vite sur cette présentation. On a voulu vraiment faire cette présentation qui n'est pas dans la zone de la Grande Muraille Verte, mais qui peut inspirer les actions de la Grande Muraille Verte. En fait, il s'agit d'un dispositif de suivi dans les zones arides. Et ce dispositif de suivi a été réalisé dans les 5 continents. Il a impliqué plus de 326 sites qui sont répartis dans 25 pays et dans lesquels en fait, il y a eu un suivi des services écosystémiques et de l'action en fait, du pastoralisme. Donc, dans ces zones, il y a plus de 200 scientifiques qui ont travaillé dans ce cadre-là. Et vous pouvez voir ici, la zone de la Grande Muraille Verte, il n'y a qu'un seul point. Et ça, c'est un site en fait, au Niger qui est dans la zone de la Grande Muraille Verte. Alors, cette étude-là, qu'est-ce qu'elle a montré? En fait, je vais vous montrer 2 résultats importants. Vous avez sur la gauche, en fait, tous les services écosystémiques qui vont de la séquestration du carbone à l'érosion, à l'accroissement de la fertilité ou du forage. Et puis, vous avez, sur l'axe des abscisses, vous avez tous les facteurs qui peuvent influencer ces services écosystémiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que le pastoralisme, en fait, représente en fait le facteur le plus important, que ce soit sur le stockage de carbone, que ce soit sur la décomposition de la matière organique ou sur les forages en positif comme en négatif. Il a une influence beaucoup plus importante que le facteur climatique. Donc c'est ce que montrent ces résultats. Le deuxième résultat en fait, auquel en fait, on a abouti dans cette recherche, c'est que si on compare des zones où il n'y a pas de pâturage et des zones avec une forte activité de pâturage, c'est qu'on voit la biodiversité en fait, qu'on observe dans les zones où il y a une forte intensité de pâturage, elle est beaucoup plus importante. Donc l'action du pastoralisme en fait, n'est pas forcément une action négative sur un certain nombre de services écosystémiques, en particulier ici la biodiversité. Alors quelle implication ça peut avoir dans la zone de la Grande Muraille Verte d'installer ce genre de suivi? Il y a plusieurs implications en fait qu'il peut y avoir. La première implication d'abord, c'est d'avoir un suivi qui est standard dans tous les pays, dans différentes zones de la Grande Muraille Verte, ce qui permettra en tout cas d'avoir un suivi en fait, de cette initiative. La deuxième chose, c'est que ça constituera un cadre aussi
où on peut avoir donc de la formation des étudiants. Ça peut également être donc un cadre dans lequel on va renforcer la capacité de ceux qui travaillent dans le domaine de l'écologie, dans les domaines des sciences environnementales. Ça peut être aussi un cadre dans lequel qui permettra d'apporter des conseils aux politiques ou à tous ceux qui font des réalisations dans ces zones. Et enfin, ça sera important d'avoir en fait ce genre de suivi dans la zone de la Grande Muraille Verte, puisqu'on disposera des données qui peuvent permettre d'évaluer en fait quel est l'impact des actions de la Grande Muraille Verte dans cette zone. Voilà, merci. On a quelques questions, non? On va aux deux, d'accord. Bon, d'accord, mesdames, messieurs. On a perdu quelques minutes tout au début, donc nous avons le deuxième panel. Donc on va passer la parole aux intervenants du panel 2. Donc, venez avec nous. Et Sarouda? Oh, je vais avec l'ordinateur, quoi. Oui, bonjour. Laisse Fatou au milieu. Laisse Fatou au milieu. Ah oui, d'accord, il est là. Oui. Sarouda, c'est vous qui parlez en premier, hein, c'est ça? Comment? C'est vous qui parlez Non, non, en deuxième. en deuxième. Et en premier, c'est Fatou, alors. Oui. Ok. Merci beaucoup. On va essayer de ne pas prendre trop de retard parce que visiblement on est pressé. Nous, on pourrait y passer la journée, mais visiblement pas tout le monde. Donc, Fatouma, si vous êtes d'accord, à ce moment-là, vous commencez directement, comme ça. Merci. Ça marche pas. C'est bon maintenant? D'accord. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Oumarou. Merci à l'IRD de nous avoir associés en fait, sur cette question qui est très importante. C'est les données. Aujourd'hui, gestion des données scientifiques et des connaissances sur la GMV. Donc, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, moi, je peux le définir. En fait, on est des producteurs de données et en même temps aussi, on en a besoin pour appuyer. Donc, ce que je disais, il y a une longue quand même histoire avec l'installation en fait des réseaux Roselt avec l'IRD depuis très longtemps. Et pourquoi? Parce qu'on investit sur la gestion des ressources naturelles, sur l'appui aux populations, et pour cela, il fallait en fait avoir des outils de suivi et de suivi-évaluation. Et les questions des données ont toujours été posées. Quelles données? La fiabilité. Et donc, il y a eu des réseaux de recherche. Et aujourd'hui, la question, moi, je vais le traduire sur la traduction de ces informations qui sont parfois produites par les chercheurs pour de l'opérationnalisation. Souvent, les projets, les activités que nous menons, il y a quand même un délai de temps qui est assez court. Est-ce qu'il y a un accompagnement? La recherche, ça prend du temps. Donc, moi, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est que comment la recherche peut en fait, nourrir ce que nous faisons dans des temps assez courts. Alors, je prends l'exemple de suivi-évaluation. Quand nous avons des programmes qui sont investis et que nous voulons, par exemple, la gestion dans la Grande Muraille Verte, si nous voulons, par exemple, le développement des écosystèmes, de l'agriculture, tout à l'heure, sur la présentation des pastoralismes, moi, je pense que la question devrait se poser autrement. Comment tous les acteurs peuvent vivre ensemble? Donc, il faudrait que la recherche aussi puisse produire des informations qui permettent de mettre les acteurs autour de la table et qu'on puisse travailler ensemble, produire ensemble et avoir les résultats. Donc moi je pense que c'est ça, l'exemple de se dire que les éleveurs ils sont là, ils produisent, il faut montrer comment les éleveurs peuvent continuer leurs activités, mais comment aussi on peut continuer à faire de la restauration et puis aussi que les agriculteurs puissent travailler et intégrer les connaissances locales. Donc je pense que là-dessus, il faudrait qu'on puisse des données mises à jour, temps réel et prise en compte des connaissances locales au niveau de ces informations.
L'autre partie qu'on voudrait partager sur la gestion des connaissances aussi, c'est qu'il y a cette durabilité. Voilà, je pense que le rôle de la recherche doit aussi appuyer dans la durabilité de ce qui se fait. Aujourd'hui, nous développons des projets, il y a des résultats assez intéressants qui peuvent se montrer. Il faudrait qu'au niveau des labos, qu'on puisse trouver cette traçabilité au fil du temps pour ne pas à chaque fois qu'on recommence à réinventer la roue. Parce que ça arrive souvent, on lance des enquêtes, on prend des consultants qui vont aller sur le terrain, alors que peut-être dans les labos, il y a des informations. Donc la question qui se pose, c'est que comment quand même renforcer les échanges entre ce qui se fait dans les labos et les producteurs, les utilisateurs, les producteurs. Et comment aussi les recherches peuvent venir vers les institutions comme l'OSS, comme le CILS, et accompagner ce que nous faisons pour pouvoir produire là-dessus et appuyer dans le dernier point qui est la mise à l'échelle. Voilà, merci beaucoup. Rapidement sur ces questions. Merci beaucoup, Fatouma de l'OSS, pour le fait de souligner cet important travail de traduction. En effet, vous avez raison, de la recherche jusqu'à l'action. Ce n'est pas toujours facile, c'est un métier à part entière, je pense. Docteur Sarodiakam, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je n'ai pas besoin du micro baladeur là. Voilà, donc merci bien, Madame la modératrice. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour remercier et féliciter les organisateurs de cette importante rencontre sur une thématique qui est vraiment une thématique majeure. Comme vous le savez, l'Agence panafricaine de la Graine verte a une mission de coordination, de suivi et de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'initiative Graine verte a pris beaucoup d'ampleur. L'ambition est immense, les acteurs sont multiformes et très diversifiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mission de suivi de coordination, il est important de mettre en place un outil qui permet de gérer les données, de partager les informations avec l'ensemble des partenaires. Sinon, c'est des interventions qui sont disparates. Chaque partenaire essaie d'intervenir dans la graine verte sans pourtant qu'il y ait un partage d'informations, en tout cas une mise en commun de l'ensemble des données qui permettent de voir quelles sont les avancées en matière de mise en œuvre de l'initiative Graine verte pour le Sahara et le Sahel. C'est pourquoi donc, et dans cette ambition de restauration de 10 millions d'hectares de terres dégradées, de création de millions d'emplois verts durables, ainsi que de la séquestration de 250 millions de tonnes équivalent carbone, nous avons besoin de fédérer les efforts, mais également de partager l'ensemble des informations qui sont obtenues dans le cadre de cette mise en œuvre. C'est pourquoi donc, avec l'ensemble des partenaires, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'Observatoire de la Graine verte pour le Sahara et le Sahel. Il s'agit un peu donc de mettre en place un outil qui permet de capitaliser l'ensemble des informations, aussi bien en termes de résultats sur le terrain qu'en termes de financement et de suivi des annonces de financement. Comme vous le savez, lors du One Planet Summit, il y a eu 20 milliards qui ont été annoncés pour appuyer la mise en œuvre de la graine verte. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une information commune, une information partagée, une information qui permette à tous les acteurs de savoir qu'on est à tel état de mobilisation des fonds, on est à tel état de mise en œuvre des réalisations au niveau du terrain. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a constaté que chaque pays a son système d'information, chaque pays a son système
de collecte des informations. Et aujourd'hui, on a besoin de fédérer l'ensemble de ces dispositifs-là pour arriver à un observateur commun qui permet en tout cas d'avoir toutes les informations et à temps réel. C'est pourquoi donc cet observatoire-là a été mis en place et a fait l'objet même d'un atelier régional qui a permis en tout cas de mettre au même niveau d'information l'ensemble donc des partenaires techniques et financiers. Et suite à cela, il y a une feuille de route qui a été déterminée, qui a commencé d'abord par des rencontres au niveau de chaque pays. Déjà, ça a commencé au niveau du Burkina Faso. Donc, des rencontres ont été mises en place pour partager avec l'ensemble des acteurs l'observatoire pour que les gens puissent être outillés pour un peu participer, en tout cas, à l'information et un peu à donner, en tout cas, toutes les données nécessaires pour, en tout cas, faire fonctionner cet observatoire. Également, il y a des échanges qui ont été prévus avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, parce qu'aujourd'hui, la question de la mobilisation des fonds est une question très importante. Et aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble des acteurs, surtout des partenaires techniques et financiers, soient en tout cas sur le même point d'égalité en matière de gestion de l'information. Il y a également donc d'autres points qui sont prévus dans le cadre de l'observatoire, notamment une table ronde sur le financement de la Grande Mer Verte. Là également, c'est en planification et c'est un point important qui permet en tout cas de pouvoir faire fonctionner l'observatoire. Et également, vous savez que donc, il y a des instances statutaires de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte, notamment le Conseil des ministres et le sommet des chefs d'État. Il est prévu également, au niveau de ces sommets statutaires, de partager l'information avec des autorités. Je pense que c'est important que les autorités puissent prendre connaissance de cet observatoire-là et que ce soit un outil de plaidoyer au niveau de nos pays pour que la Grande Mer Verte soit prise en compte dans la planification nationale des pays. Et enfin, c'est un système qui permet de renforcer un outil que nous avions déjà au niveau de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte, qui est donc le système d'information observatoire alerte précoce, qui est le CIOBAB, et je pense que là, c'est important de le dire. Donc nous avons tous les partenaires, notamment l'OSS qui est là, le SILS, etc., tous les partenaires, en tout cas, avec qui nous travaillons, en tout cas, pour mettre en œuvre cet observatoire. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est un peu une présentation brève que je voulais faire sur cet observatoire et vous remercie en tout cas de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, Dr Thiam, pour cette nouvelle. On termine avec vous, Maxime Chambon. Merci beaucoup. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Merci pour l'invitation, Oumarou. Je vais juste peut-être rappeler en tout début que cette question de la gestion des connaissances et de l'information fait partie des principaux défis que doivent relever les institutions de la Grande Muraille Verte. Cela avait été clairement signalé dans le rapport sur l'état d'avancement qui était sorti il y a après déjà un peu plus de 4 ans. 4 ans et quelques mois où c'était vraiment souligné qu'il y avait cette insuffisance au niveau de la coordination à la fois entre les acteurs à peu près à tous les niveaux, du niveau local au niveau global entre les bailleurs et surtout une insuffisance sur les échanges d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui existent et qu'elles proviennent à la fois du monde scientifique mais aussi des bailleurs de fonds au travers des différents programmes qu'ils mettent en œuvre, mais aussi toute la connaissance qui vient on va dire des communautés et du niveau local. Donc moi je suis Maxime Thibon du FIDA. Le FIDA est une institution des Nations Unies, mais aussi une institution financière qui travaille directement avec les États, donc qui monte des projets en partenariat avec les pays à travers des divisions techniques, des divisions qui sont plus dédiées sur les aspects environnementaux liés au changement climatique et à l'inclusion sociale, mais aussi avec des unités spécifiquement dédiées aux questions de la production durable, des études de marché et on va dire tout ce qui est un petit peu système d'information. Et pour monter ces programmes-là, nous avons nécessairement besoin d'une information qui est à jour et qui a une sorte de rigueur scientifique. Les équipes techniques du FIDA sont très bien, mais on n'est souvent pas assez nombreux et on a besoin de l'appui de nombreux partenaires de l'autre côté. Donc le lien qui est fait entre les partenaires techniques et financiers au niveau FIDA, et je sais que c'est le cas aussi pour d'autres partenaires, existe et mérite en fait d'être renforcé.
on va dire que des fois plus simple pour certains bailleurs de travailler avec des entités qui sont déjà bien avancées dans cette question autour, on va dire, des sciences pour l'action ou des sciences de la durabilité, afin d'avoir vraiment des réponses précises à des questions précises que nous posons quand nous montons les projets. Et je me réjouis de voir des réseaux comme Reset être montés, mais je me souviens très bien avoir déjà pu travailler avec le réseau Racine au niveau du Niger, qui arrivait à englober diverses thématiques au travers de divers partenaires. Dans le cadre de nos programmes, nous avons environ environ 35 programmes en cours de mise en œuvre ou en cours de développement dans la zone de la Grande Muraille Verte pour un montant qui est de l'ordre de 800 millions d'euros. Donc il y a quand même des fonds qui sont développés. On fait du développement, hein, donc ce n'est pas seulement des études, mais on dans le cadre de ce travail-là, un travail de suivi-évaluation qui est fait. Donc des équipes sont formées, il y a de la donnée qui est créée, il y a la donnée qui est reportée dans le cadre de notre devoir de redevabilité à la fois auprès des membres du FUDA, mais aussi d'autres bailleurs internationaux. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à développer à la recherche pour avoir les meilleurs outils, notamment de SIG. L'OSS est très pertinent là-dessus, mais on sait que les équipes de recherche dans le monde travaillent beaucoup sur ces questions de télédétection. Et c'est très important pour nous d'avoir cette information fiable pour savoir si on doit réorienter ou pas certaines activités des projets. Mais même à la fin de nos projets, on a toujours une sorte d'impact assessment qui est fait pour voir comment le projet a pu permettre certains changements au niveau de la politique des pays. Alors ça peut être des questions des fois qui peuvent être très, on va dire, très biotechniques, très dures au niveau de, je sais pas, de la fertilité des terres, mais aussi certains aspects qui sont, on va dire, beaucoup plus mous, comme savoir comment les connaissances qui ont été produites ont été intégrées dans le cadre de politiques publiques, que ce soit de stratégies envers les bailleurs de fonds, mais aussi comment elles ont été perçues, ces nouvelles connaissances, par les différentes populations qui mettent en œuvre les différents programmes de restauration des terres. Donc on a vraiment besoin, nous, en tant que bailleurs, d'une plus grande mobilisation de l'expertise scientifique. Et quand je dis plus grande, c'est parce qu'elle existe déjà. Par exemple, on a un gros programme sur la gestion des risques climatiques sur 7 pays de la Grande Muraille Verte. Et toutes les études préliminaires ont été faites avec Preston Climate Analytics, qui aux États-Unis nous a fourni l'ensemble des données quasiment de manière très précise, qui nous ont permis d'avoir quelque chose qui était un programme qui avait une véracité scientifique très importante. On a vraiment aussi besoin de cette coopération, on va dire, transdisciplinaire et multi-acteurs. Le FIDA n'est pas une entité d'exécution. On travaille avec les gouvernements, des équipes projets sont mises en place et ces équipes projets travaillent avec les acteurs locaux, la société civile, les organisations de producteurs, les communautés. Donc on a besoin d'avoir ce travail qui est fait dès le départ de coopération pour que les projets vraiment répondent aux besoins des communautés. Et là, il y a vraiment un renforcement à faire auprès, je pense, de la communauté scientifique pour se rapprocher de ce type d'acteurs. J'ai déjà évoqué la capitalisation des savoirs, mais si j'ai deux petites recommandations pour les collègues issus du monde de la recherche, c'est qu'il faut être plus proactif au niveau des bailleurs. On ne viendra pas vous chercher, grosso modo. On va aller chercher l'information, elle existe. Et la participation des acteurs de la recherche dans ce type d'instance est parfaite. Mais on est dans des COP qui sont très environnementales. Climat, biodiversité, dégradation des terres. Les références sont dans les ministères de l'Environnement. Nous, on travaille avec le ministère de l'Agriculture. On travaille avec des bailleurs de fonds qui sont comme le GEF, comme le Fonds pour l'environnement mondial, comme le Fonds d'adaptation, comme le Fonds vert pour le climat. Et il est nécessaire d'aller rencontrer, d'être présent lors des réunions de ces instances-là, parce que c'est là où on peut vraiment montrer les résultats de la recherche et comment ces résultats peuvent vraiment alimenter les futurs programmes, les futures directions que vont prendre ces fonds-là. Donc vraiment, je pense qu'il y a une plus forte mobilisation à faire dans ce sens-là. Et aussi, une dernière point, c'est faire attention à ne pas rester dans l'entre-soi. Parce qu'on a souvent tendance que les scientifiques, il n'y a personne qui comprend mieux le discours d'un scientifique qu'un autre scientifique. Donc je veux dire, c'est voilà. Et je veux dire, moi je viens du monde de la recherche, donc je vous comprends très bien, mais je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui me disent, mais de qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Donc des fois, il faut être un peu plus straight to the point, être un peu plus direct, pour pouvoir après engager le débat et engager la collaboration avec les différents partenaires, qui soient du monde des bailleurs, mais aussi de la société civile. Merci beaucoup. Merci.
Oumarou, on va passer à la prochaine. Allez. D'accord, je te laisse reprendre. Merci beaucoup. D'accord, je prends l'eau là. Quoi? Si j'en ai. On va peut-être commencer par toi, Ange. Oui, je pense qu'on va rester là. En fait, si vous avez des questions par rapport à la recherche, qu'est-ce que la recherche en fait pourrait faire? Comment vous utilisez les données de la recherche? Quelles sont vos attentes? Enfin, vous pouvez vous exprimer et puis on va passer comme ça. On a très peu de temps. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je suis Ndjedan Gombaye Etienne de SOS Sahel International France. Déjà, je voudrais féliciter le travail qui se fait. Sans la recherche, on n'ira nulle part. La recherche est la clé pour améliorer tout ce que nous faisons. Et je voudrais féliciter ce travail-là. Pour la Grande Muraille Verte, le chantier, il est grand. Et je pense, dans nos pays, le champ, il est très vaste. Et je voudrais, pour prendre en exemple le Tchad, je pense que la recherche doit davantage impliquer se concentrer sur l'écosystème, nos écosystèmes existants. OK. Pour intégrer davantage, prendre en compte, impliquer nos essences locales qui ont des vertus au niveau médicinal, qui ont des vertus dans le cadre environnemental, mais je pense que ça n'a pas été très pris en compte et c'est une fenêtre que j'ouvre pour que cette recherche-là qui se fait puisse prendre en compte davantage nos essences locales. Un exemple, les campagnes, par exemple, qui sont organisées dans le cadre des campagnes nationales de l'arbre. On fait beaucoup plus la promotion des essences exotiques. Alors que nos essences, nos plantes sahéliennes et tout l'écosystème qui va avec, tous les éléments, la communication, l'harmonisation entre les éléments de l'écosystème ne sont pas très bien étudiés. Et donc, pour permettre à la Grande Muraille Verte de prendre les résultats et les utiliser au niveau des communautés rurales. Donc, et aussi que la recherche puisse travailler encore, développer une très grande synergie avec les organes de diffusion et de vulgarisation des résultats de la recherche. C'est insuffisamment fait et je crois que ce constat est déjà relevé et je reviens dessus. Voilà, donc c'est surtout prendre en compte les essences locales et tout l'écosystème sahélien qui doit être étudié par individuellement et la diffusion de ces résultats-là. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au SPONG. Patrice, je te laisserai dire le dernier mot au titre de la société civile. Donc voilà, merci. Même question. Merci bien. Je suis Bankungo Sayouba, je suis le président du Conseil national de l'agriculture biologique du Burkina, le Sénat-Bio, membre du SPONG, qui est le réseau des organisations de la société civile du Burkina. Il faut le dire que nous travaillons avec le SPONG, avec ses partenaires techniques, pour la mise en œuvre des projets ou programmes dans la zone de la Grande Muraille Verte. Mais il faut également noter que nous travaillons en synergie avec la recherche. Aujourd'hui, à travers la promotion de l'agroécologie, nous travaillons avec la recherche pour mettre en place des recettes biopesticides, biofertilisants pour accompagner les producteurs pour la promotion de l'agroécologie. Également avec la RNA, nous travaillons avec la recherche pour mettre en place des observatoires à ciel ouvert pour faire des prélèvements après et voir comment se font l'évolution des sols, comment se font l'amélioration de la fertilité des sols. Mais il faut le dire que c'est souvent très complexe parce que souvent la recherche n'est pas vraiment très disponible au service des communautés à la base. Nous dirons qu'il faudrait vraiment que lorsqu'on élabore des programmes de recherche, qu'on associe en même temps des programmes de diffusion, de vulgarisation avec les communautés à la base. Parce que souvent, les résultats existent, mais quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour vulgariser ces trouvailles au profit des communautés? Donc, nous disons qu'il est très nécessaire, en tout cas, d'associer
les communautés à la base à travers les richesses pour l'amélioration de la fertilité des sols, pour l'amélioration des semences des variétés paysannes sur les terrains. Aujourd'hui, nous voyons que la thématique crédit carbone, carbone du sol est une thématique d'actualité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la recherche fait en collaboration, en synergie avec les communautés à la base? Je pense qu'il est très intéressant de nous associer et que nous allons évoluer et être en phase avec la recherche par rapport à cette thématique. Sinon, nous allons aboutir un jour à des résultats où il y a quand même des choses très probantes qui montrent en tout cas la séquestration du carbone dans les sols. Mais au niveau des producteurs, qu'est-ce qu'il faut activer comme levier pour permettre à ces communautés à la base de pouvoir suivre ce qui a été trouvé comme résultat, qu'est-ce que ça peut être bénéfique comme ces producteurs. Donc, je pense qu'il est très intéressant. C'est vrai, aujourd'hui, nous collaborons, nous travaillons en synergie, mais il serait très intéressant de nous impliquer davantage, à travers cette recherche pour produire des évidences. Et lorsque ces évidences existent et que ça a été fait par les producteurs, par les communautés à la base, il y a plus, en tout cas, de crédibilité, il y a plus d'acceptabilité de ces producteurs à mettre en place ces évidences. Merci bien. Merci. Après tout ça, il n'y a plus grand-chose à rajouter, d'autant plus que je ne suis pas un scientifique. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais simplement rajouter quand même, c'est 3 remarques. La première, c'est que souvent dans ce type de description, on parle toujours de restauration des terres. Moi, je suis très étonné parce qu'avant la restauration, on pourrait déjà penser à éviter de dégrader la terre ou de réduire la dégradation des terres. Je pense qu'il faudrait aussi beaucoup faire de la recherche sur ça. Je trouve qu'il y a un beaucoup trop gros accent qui est mis sur la restauration des terres. La restauration des terres, certes, c'est un point, mais il y a 2 autres points qui sont au moins aussi importants et sur lesquels il faudrait développer des travaux. La deuxième remarque que je voudrais faire, et les chercheurs ne m'en voudront pas de dire ça, c'est que la recherche a tendance à produire de la recherche et à produire de la recherche et à produire de la recherche et quoi encore ? Ah ben, à produire de la recherche. Donc ça, c'est normal. Je veux dire, on ne va pas reprocher aux chercheurs de ne pas faire ce qu'ils sont censés faire. Mais il y a quand même là quelque chose qui fait que les chercheurs ne sont peut-être pas toujours les meilleurs intermédiaires entre ce qu'ils produisent et ceux qui doivent utiliser ce qu'ils produisent. Ensuite, il y a aussi, et les chercheurs ne m'en voudront pas non plus, de voir que souvent il y a une compétition et les multiples initiatives de la recherche font que quelquefois les multiples travaux de la recherche ne sont pas simples à trouver pour ceux qui en ont besoin. Donc là aussi, il y a quelque chose peut-être à améliorer. Alors je dirais que ce que nous avons besoin, d'abord je pense que je vais faire une analogie au métabolisme. Quand nous mangeons, qu'est-ce que ça veut dire de métaboliser ce que nous mangeons? Ça veut dire de transformer les aliments que nous consommons en énergie pour travailler et pour bouger. Et je crois que la recherche, elle doit apprendre à métaboliser les connaissances afin que nous puissions transformer cela en énergie pour le mouvement, pour agir concrètement. Et comme cela a été dit, et c'est tout à fait juste, il y a des tas d'acteurs, moi-même, mon ONG, souvent on aurait besoin de certains travaux, de certaines connaissances, et on a du mal à les trouver, ou alors la recherche, quand on dit « ah oui, mais on ne travaille pas exactement sur ça », ou alors on a... Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est à mieux articuler, et je crois qu'on a un excellent cas pour la Grande Muraille Verte. Pourquoi ces travaux, recettes, ne feraient pas l'inverse en disant « voilà, quel est l'inventaire de ce que vous avez besoin, vous, les acteurs du développement, sur le terrain, et nous, la recherche, on va se mettre à ce service-là. » De manière très, très concrète, quoi. Très, très concrète. Et enfin, une question que je voudrais poser, que je voudrais demander à la recherche, c'est de travailler beaucoup plus sur les modèles économiques viables. On est au Sahel, on est dans une région difficile, et moi, ça fait longtemps que je connais le Sahel, trop longtemps que je connais la situation difficile du Sahel. J'y ai vécu, donc je sais exactement de quoi vivent les gens là-bas. J'y ai vécu avec ma famille.
Il y a très longtemps. Il y a 40 ans, j'ai vécu au Sahel. Et depuis 40 ans, je vois que les gens, dans certains villages que j'ai connus, leur vie n'a pas changé. Ça, c'est quand même quelque chose d'incompréhensible, ou en tout cas de très difficile. Donc sur les modèles économiques, quels sont les modèles économiques qui sont viables, sur lesquels il faut travailler? Un modèle économique, c'est un peu complexe, mais il y a toujours peut-être un truc ou deux trucs ou trois trucs qui manquent et que l'on pourrait compléter. Donc les modèles économiques, pour moi, c'est important parce qu'au-delà de l'aide publique au développement, au-delà de l'aide des grands bailleurs, au-delà de l'argent international qui peut arriver au Sahel, un jour ou l'autre, il faudra bien que l'économie courante, l'économie domestique, puisse être viable pour les populations. Voilà ce que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, tout ça, ce n'est pas de la critique, c'est de dire qu'il faut aussi qu'on regarde les réalités auxquelles nous faisons face très objectivement et qu'on dise voilà le problème qui nous résiste. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Il y a une question là. Oui. Ok, merci Umoru. Et moi, je vais faire une autocritique du chercheur en matière de la nature que je suis. Et je dirais que nous, chercheurs, parfois quand on travaille, on a plus tendance à travailler pour nous-mêmes, pour notre carrière, que de produire des résultats de recherche qui peuvent faire avancer les problèmes sociétaux et environnementaux. Et mon rêve, mon souhait pour la nouvelle génération de chercheurs, c'est qu'on arrive à d'abord faire de la recherche sur la base des problèmes que la nature ou la société gère. C'est qu'on arrive à produire des résultats de recherche que tout le monde puisse comprendre. Il ne faut pas que nos résultats de recherche ne soient lisibles que par des chercheurs. Il faut que nos résultats de recherche puissent être lisibles par tout le monde. Et le dernier souhait, il faut qu'on apprenne à travailler avec tous les acteurs, les communautés rurales, le développeur, le chercheur, celui qui s'y intéresse, apprenons à poser le problème dans un langage unique, de façon à ce qu'on puisse être plus utile, de façon à ce qu'on puisse trouver plus de financement, de façon à mieux garantir la durabilité de nos écosystèmes. C'est ça que je voulais dire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a pris le train en marche, mais c'est un sujet qui est tellement important. Et moi, je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire depuis une dizaine d'années au Mali, et plus largement au Sahel, Afrique de l'Ouest. On valorise les fruits forestiers non linés et d'autres fruits plus connus, la mangue et autres. Mais les arbres forestiers ont tellement de valeur et tellement d'impact. La plupart, non seulement en termes de médecine traditionnelle ou autres, sont utilisés dans la médecine traditionnelle. Donc, on a fait plein de R&D pour transformer ça en jus, tisane, confiture, Energy Boost, etc. Et dans d'autres projets dans le passé, on a eu à travailler avec des structures comme ICRAF qui ont fait plein de R&D. Et c'est là où je rejoins un peu le monsieur qui a parlé avant. Désolé, je ne connais pas son nom. Il a parlé de modèle économique, Patrice, viable. Un modèle économique viable, c'est tout ce qu'on a besoin, en fait. Nous, on est entrepreneurs, on est dans l'impact social. On travaille sur une chaîne de valeur qu'on brasse tout le temps. Mais c'est tellement dommage que tous ces résultats de R&D dorment dans les placards. Et souvent, quand on part là-bas, quand je prends le tamarinier, il y a tellement de variétés dans les placards de ICRAF, mais les entrepreneurs africains aujourd'hui, même ici sur ces sites, il y en a énormément, mais personne n'essaie. Si ce n'est pas des projets qui arrivent. Les baobabs qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui, c'est des fruits, c'est des arbres qui donnent des fruits au bout de 30 ans. Alors qu'il y a des R&D avec des pieds améliorés au bout de 3 ans, avec de l'arrosage, ça donne des fruits. Et la feuille aussi, c'est un puissant antioxydant. Du coup, nous, dans le cadre des projets passés avec, comment ça s'appelle, et l'USAID, on a eu à restaurer plusieurs terres comme ça au Mali avec par exemple des fruits comme les abans, qui sont une espèce de liane sauvage. C'est des fruits dont la population en raffole. Mais en cas de crise, qu'est-ce qu'on voit? C'est des arbres là qu'on va abattre pour faire le charbon. Même les citadines jolies dans les 4x4 dans nos pays cuisinent à la maison avec du charbon. Du coup, tant qu'on ne travaille pas avec la recherche pour faire la restauration, comme on dit, la plantation, dans 10, 15, 20 ans,
ces arbres-là vont disparaître et les chercheurs, les résultats vont rester dans les placards. Et c'est aussi complexe parce que même nous, en tant qu'entrepreneurs, malheureusement, on se retrouve à tout faire et on est épuisé. Et des fois, je pense que ça peut être tout le temps dans les dialogues d'avoir vraiment tous les acteurs pour essayer de mettre en place, de réfléchir à des idées novatrices pour monter des projets de développement réels avec de l'impact en fait. Je vous remercie. Merci. Donc on a encore une petite minute s'il y a des questions ou si les chercheurs ont... Mais très rapide, hein, madame. Bonjour à tous, moi c'est Rokia Bachir du Niger. Je ne serai pas du tout longue, j'ai juste quelques petites phrases à dire. En fait, moi, je suis dans l'agroalimentaire, je transforme tout ce qui est produits issus de l'agriculture traditionnelle, des fleurs d'hibiscus, de la citronnelle, mais également des produits forestiers non ligneux. Donc chaque fois j'entends restauration des terres, grande muraille verte, moi je veux du concret. Je veux qu'on passe à l'acte, je veux qu'on plante des arbres. Alors j'ai commencé à planter chez moi. Je transforme le baobab, j'ai beaucoup de graines de baobab, je mettais à la poubelle, c'était jeté partout et on a beaucoup de pieds de baobab dans la cour. Le baobab c'est un arbre, il donne beaucoup mais il demande peu. Quand vous jetez des graines, quelques jours après vous venez, vous trouvez des pieds de baobab. Je me demande mais pourquoi ne pas faire beaucoup de forêts de baobab? Il faut juste planter. Le temps qu'on met à faire de la recherche, à faire je ne sais quoi, mais il faut planter entre-temps. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Très bien. Mais merci beaucoup. Il nous reste moins d'une minute. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est dommage de s'arrêter sur ces phrases où je comprends qu'on n'a pas besoin de recherche, mais on a besoin de planter. Mais bon. Ouais, mais en tout cas, je pense que ce que je retiendrai, c'est tout ce qu'on avait dit avant. On a besoin les uns des autres, je pense. Il y a besoin d'approches multi-acteurs. Il y a de la recherche qui est là, mais cette recherche-là, il faudrait faire en sorte qu'elle soit utilisable. Il y a beaucoup de domaines qu'on n'a pas encore abordés, mais qui seront nécessaires à être abordés. Donc voilà, enfin moi, ça sera plutôt mon dernier mot. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Priscilla. Eh bien, on va s'arrêter là. Ça a été un peu une session sous la pression, mais on y est arrivé. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci à tous. Photo. Si.